Alors, Monsieur Fortier, vous avez été aussi, pendant votre carrière, président de l'APES. Vous avez complété un premier mandat au début des années 2000 et vous êtes présentement dans vous terminez votre deuxième mandat. Pendant vos années à la présidence, quels ont été les dossiers importants? Au début des années 2000, je pense que le dossier le plus important, c'était vraiment le dossier de la loi 90. À ce moment-là, on a fait des représentations auprès du Collège des médecins. C'était le docteur Lescope et le docteur Lamontagne qu'on avait rencontrés avec notre directrice générale du temps, qui était Mme Lambert, où nous, on avait une vision particulière pour le pharmacien d'établissement. On pensait que le pharmacien d'établissement pourrait avoir accès à plus d'actes qu'on avait déjà, et aussi des actes différents des autres pharmaciens, parce qu'on était quand même dans un milieu où on pouvait faire de l'évaluation, on était encadré par un CMDP, etc. Donc, on avait rencontré le Collège des médecins qui était tout à fait d'accord avec notre proposition. Par contre, par la suite, on a rencontré l'Ordre des pharmaciens du Québec qui, eux, n'étaient pas d'accord du tout avec notre proposition et ils voulaient que ce soit le même traitement pour l'ensemble des pharmaciens. Donc, on a fait des représentations auprès de la commission Bernier, il y a eu beaucoup de négociations et finalement, ça n'a pas amené le succès qu'on aurait désiré. C'était notre je pense que ça a été le gros dossier des débuts des années 2000 et celui que l'on traite dernièrement dans mon dernier mandat, c'était vraiment la révision de la gouvernance de l'association. On a vraiment changé nos statuts et règlements, on a changé notre mode de représentativité. Avant, on avait un mode de représentativité exclusivement par région socio-sanitaire. Maintenant, c'est plutôt par type d'établissement, mais on a quand même gardé quelques postes pour les régions éloignées. On a aussi revu l'ensemble de nos comités. On a formé de nouveaux comités. Tous les membres du conseil d'administration doivent faire partie de comités qui ne sont pas de comités opérationnels comme auparavant. On a le comité de gouvernance et d'éthique, le comité d'évaluation de la direction générale, la planification stratégique, le comité de vérification. Pour chacun des comités, on a revu le mandat, on a revu la composition, on a vu la composition et on a aussi déterminé le mode de reddition de comptes. Je pense que c'était très important. On s'est retiré de tous les comités opérationnels pour vraiment se concentrer, les membres du conseil d'administration, sur plutôt des objectifs de vision et d'élaboration de stratégie. C'était, je pense, le dossier le plus important des dernières années. C'était vraiment la révision de la gouvernance et je remercie les membres de notre association d'avoir embarqué avec nous dans cette aventure-là parce que je pense que juste à la nomination des membres du conseil d'administration, avant c'était par élection, maintenant les membres sont nommés par le conseil d'administration et ces nominations-là sont acceptées en assemblée générale. Donc c'était vraiment une modification majeure de nos statuts et règlements et nos membres ont embarqué avec nous dans cette aventure-là. Je pense que c'était le dossier majeur, c'est le dossier majeur de ma. Et un dossier qui est très important pour moi aussi, auquel je travaille, c'est vraiment le dossier de la spécialisation pour les pharmaciens d'établissement. On essaie de faire on travaille sur un comité avec l'Ordre des pharmaciens du Québec. On a rencontré le ministre à cet égard. On a essayé de faire des choses aussi avec les résidents. Mais c'est un dossier vraiment important pour moi, là, la spécialisation. Pas juste pour moi, pour l'association. C'est un dossier important pour nous. Je vais revenir sur les dossiers dont vous nous avez parlé, la loi 90. Pouvez-vous préciser un peu quelles étaient les demandes plus précises de l'APES? Nous, on voulait plus d'autonomie. On voulait être capable de prescrire dans certains cas, en autant que c'était encadré par le CNDP. Et ça n'a pas passé. C'était vraiment notre cheval de bataille, c'est avoir plus d'autonomie dans nos établissements de santé. Et on se disait qu'on avait déjà un comité d'évaluation d'actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques qui pouvait nous évaluer et, oui ou non, continuer ou arrêter ou apporter les correctifs nécessaires. Mais c'était vraiment ce qu'on voulait, c'est avoir plus d'autonomie au niveau de nos établissements de santé. C'était le point majeur. Maintenant, pour en revenir à la gouvernance, quelles raisons ont motivé cette révision des statuts, des structures de l'APES? Le conseil d'administration s'interrogeait à savoir si on avait la meilleure façon de représenter nos membres. Est-ce que notre mode d'élection était le meilleur mode? Est-ce que ce mode-là correspondait aussi à nos membres, à notre membership? Donc, on a assisté à une conférence et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il fallait revoir notre gouvernance. À ce moment-là, on a fait un appel d'offres et on a travaillé beaucoup avec l'Institut sur la gouvernance des organismes privés et publics qui nous a vraiment donné un coup de main. Et c'est là qu'on a vraiment instauré des nouveaux principes de saine gestion, de gouvernance, de nouvelle gouvernance, si vous voulez. Et c'est vraiment là, cette activité-là ou cet exercice-là avec le IGOP qui nous a amené plein de changements. Et je pense que c'est des changements qui sont heureux, c'est des changements qui étaient
essentiel. Maintenant, les membres du conseil d'administration sont vraiment tournés vers l'avenir sur des objectifs de développer une vision, de réaliser une vision. Comment on peut faire aussi pour mieux représenter nos membres à divers niveaux. On est plus préoccupé de cette façon de faire-là que de participer à des comités opérationnels qui relèvent maintenant pour l'ensemble de la direction générale. Mais c'est vraiment dans un souci de s'améliorer qu'on fait, d'ailleurs, d'année en année, on revoit un peu notre façon de faire et on n'est pas au bout de la réorganisation, on n'est pas au bout de nouvelle gouvernance. Il faut toujours la revoir chaque année à notre retraite annuelle. On revoit nos objectifs et on essaie de travailler mieux encore pour représenter nos membres. Que cette révision de gouvernance règle le problème de participation des membres. Je sais qu'à la PES, pendant plusieurs années, les postes d'administration étaient par élection, mais beaucoup de postes étaient donnés par acclamation. Est-ce qu'avec la révision de la gouvernance, on règle le problème? Bien, j'aurais envie de vous dire oui, parce que depuis notre installation de nouvelle gouvernance, on a fait 2 appels d'offres pour attirer des candidats à divers postes. Et on a toujours eu des gens qui nous ont répondu présents à notre appel. Même, on a dû faire des choix. Donc, je pense que oui. C'est une solution. En tout cas, c'est positif. Bon, très bien. Alors, dans le nouveau processus de gouvernance, est-ce qu'il y a des nouvelles lignes de conduite pour la nomination des membres du conseil d'administration? Oui, le comité de gouvernance et d'éthique a élaboré des lignes de conduite pour la nomination des membres. On cherche une équité ou une égalité homme-femme au sein du conseil d'administration, une égalité aussi chef de département, non-chef ou chef adjoint et clinicien. On cherche aussi une moyenne d'âge qui approche un peu la moyenne d'âge de notre membership. On tend vers ça. On ne réussit pas toujours, mais on tend vers ça. C'est vraiment les lignes de conduite que le comité de gouvernance et d'éthique a donné aussi, et aussi un nombre de représentants des centres universitaires, des C3S, des missions CHSLD aussi, qui est représentatif de notre membership et des établissements du réseau. Donc proportionnel aux membres, aux effectifs. Voilà.